Bonjour, merci de ton temps. Merci Victor de ton temps. Merci de nous accueillir chez toi. Alors, où es-tu et comment se passe cette période de non-golf? Cette période de long golf, elle est un peu longue, hein. Là, je suis chez ma compagne là, sur la Côte d'Azur parce que malheureusement, on a appris le confinement un peu à la dernière minute. Donc, donc voilà, dû à la fermeture des frontières, impossible de retourner en Andorre. Et comme j'étais ici pour m'entraîner avec Benoît, du coup, je je suis resté confiné ici, comme tout le monde. Est-ce que tu arrives à faire le minimum d'entretien physique? Comment tu fais pour garder toi-même ton contact avec le golf, même si on sait que le golf fait partie de toi, mais comment tu fais pour le ressentir? Mais c'est très difficile, hein. Pour être honnête, j'essaie de faire le maximum de sport possible. Moi, j'ai la chance d'avoir un tapis de course ce qui est déjà bien, avec quelques appareils. Donc, j'essaie de faire le maximum de sport possible pour rester en forme, surtout au niveau du cœur. Euh, Cardio? Hmm. voilà, parce que bon, il faut continuer à de l'entretenir, et parce que c'est vrai que rester sans bouger la journée, c'est pas évident, mais il faut aussi respecter le confinement. Donc voilà, moi après, j'ai pris la décision de pas faire de sport en extérieur, Ah, même d'accord, si c'est plus ou moins autorisé. Donc absolument. voilà, je reste chez moi. Je reste chez moi, j'essaie de sortir le minimum, mais bon, voilà, après, il y a des Ça contraintes démange. quand même. C'est voilà, un peu de prise de poids, même en essayant de faire du sport au C'est pour maximum, tout le monde pareil. C'est pour tout c'est le très monde pareil. difficile. À C'est quel très difficile. Victor, tu sais que je ne vais pas commencer à te faire des compliments parce que tu sais que je t'adore et je pourrais en faire pendant 1 heure. C'est mon côté un peu excessif quand j'aime les gens. Et tu sais que tu es très important pour beaucoup de gens et que tu fascines beaucoup de gens. Beaucoup de mes élèves sont fascinés par toi, par ton jeu. Et Ça fait je voulais te plaisir. dire, Ça fait ouais, plaisir d'entendre. ouais, c'est incroyable. C'est ce qui fait que tu es vraiment unique pour nous en France et que tu es très important. Je voulais te demander à quel golf tu penses. À quel golf tu penses quand tu es comme ça dans cette période de crise? Tu veux dire un golf Si, est-ce que tu rêves d'un certain en- parcours, de certains parcours ah, en particulier? Tu te dis, tiens, mais ah quand je oui, c'est sûr, reprendrai. je pense. Ah bah oui, c'est sûr que la journée, du coup, on a le temps de réfléchir entre deux séances de bricolage dans l'appartement. On a le temps de Mais réfléchir, et le soir, c'est sûr que oui, évidemment, hein, j'ai envie de taper des coups de golf. Il y a beaucoup de trous auxquels je Victor, pense. je précise ma question. Je voulais dire, est-ce qu'il y a des parcours en particulier auxquels tu penses? Tu te dis, dès que j'ai fini, dès que ça Oui, oui, oui. reprend, Oui, 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 ça serait lesquels? Ça serait ah oui, oui, lesquels? non, j'allais y venir. Ah, ok. Non, 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 j'allais y venir. Déjà, il y a mon parcours, enfin mes deux parcours de cœur, quoi. Mandelieu, le Hall Course et la Grande Bastide, qui sont certes des parcours euh, locaux, mais c'est des parcours que je connais par cœur, et j'ai tapé des centaines de milliers de coups sur ces golfs. Et c'est vrai que j'ai très très envie de retourner jouer. Après, penser à des parcours de tournoi, évidemment, mais pour l'instant, ma première envie, c'est de retourner sur ces parcours, et de retaper les coups de golf que je tape depuis mon enfance. C'est c'est- Alors, ouais. c'est dans des périodes comme ça où vraiment on est privé de tout, quoi. Enfin, on se prive pour sauver les gens. Et c'est là qu'on réalise à quel point des choses auxquelles on s'habitue et auxquelles on fait plus forcément attention Devenait deviennent. extraordinaire. Et ouais, rien que de faire quelques chips, et enfin, ça peut devenir extraordinaire. Ouais. On te qualifie beaucoup d'avoir un swing naturel. C'est tellement naturel parce que c'est bien fait. En tout cas, beaucoup de mes élèves, moi, pensent ça de toi. C'est
qu'est-ce qu'on peut travailler dans son swing quand on a un swing aussi efficace que le tien? Je suppose que pour toi encore, tu as tes propres difficultés. Qu'est-ce que tu peux encore améliorer au niveau du swing? Donc bon, pour répondre au début de la question, donc effectivement, mon swing peut paraître naturel, mais si tu veux, je te ferai passer des vidéos de mon swing de quand j'avais 10 ans, ensuite 12 ans, 13 ans, 15 ans, et tu pourras voir par toi-même que c'est un swing qui a énormément été travaillé, énormément été changé. Et heureusement que je n'ai, on va dire, pas gardé mon swing naturel de quand j'étais tout petit, parce qu'il avait des très très gros défauts. Donc, comme quoi, du construit, ça peut devenir naturel. On peut construire et après, ça devient naturel. Voilà. Une fois que j'ai trouvé ma base de swing, après, je peux t'expliquer. Hein. Voilà, quand j'étais petit, j'avais un swing. C'est-à-dire, je voulais taper très fort. C'était, voilà, on est petit, hein, voilà, on veut taper la balle très loin. Et du coup, j'avais un swing vachement croisé. Cross the line. Vachement croisé pour aller chercher de l'amplitude. D'accord. Je jouais énormément avec les mains. Beaucoup de draw. Beaucoup de draw. Voilà, je tapais énormément en draw. En draw. Ça s'est accentué. Au début, je jouais beaucoup en push draw, mais ça, c'était quand j'avais 10 ans. Hein, j'étais petit. Hein. Ensuite, j'ai commencé à m'entraîner avec Stéphane, puis avec Roger. Petit à petit, on a fait des améliorations, commencé à stabiliser un peu les mains et jouer plus avec le corps, le grip, la posture. Et ça a été des très très longs changements. Hein. Ouais. Ça a été beaucoup d'heures en practice, beaucoup de balles. C'était très très long. Et ensuite, avec le temps, ça se met en place. Ça devient de plus en plus naturel. Et quand j'ai décidé de passer professionnel, là, j'ai dû encore passer à une étape, à une étape supérieure en changeant des choses qui allaient, pas des choses vraiment techniques, mais après, en fait, plus on avance dans le niveau de jeu, plus on veut augmenter son niveau de jeu, plus on avance dans une carrière professionnelle, dans le haut niveau, plus ça se joue sur des petits détails, en fait. Absolument. Et après, on parle plus vraiment de technique à un certain niveau. On utilise le mot technique, mais c'est plus vraiment de la technique en réalité. C'est des ajustements, des petites touches. Chaque entraîneur a sa méthode. Mais moi, par exemple, avec Benoît, on part du principe que quand tu veux modifier quelque chose dans ton swing pour l'améliorer, tout part de la posture, en fait. C'est-à-dire que lui, il me change jamais mon plan de swing. Il modifie quelque chose dans ma posture qui, elle, va en conséquence influencer le plan de swing. Voilà, influencer mon plan de swing. Sinon, c'est trop compliqué. Moi, j'aime bien les choses simples et c'est la façon dont je travaille, c'est la façon dont 80% des pros travaillent sur le circuit. C'est-à-dire que la technique, le swing, pour moi, c'est quelque chose qui se crée. Je vais utiliser des mots simples quand on est amateur, quoi. Enfin, absolument. Si quelqu'un commence le golf tôt, 7 ans, 8 ans, 10 ans, 12 ans, là, il va falloir qu'il soit très attentif à prendre des bonnes bases et il faut rester, voilà, à être dans des choses simples. Si, comme pour beaucoup de golfeurs, c'est une personne comme moi, je l'étais quand j'étais petit, autodidacte, quoi. J'ai fait mon swing par moi-même avec énormément de défauts, mais ça a marché pendant un certain temps, mais il a fallu, malgré tout, le modifier. L'intervention, oui. Et c'est c'est des centaines de milliers, des millions de balles tapées. Mais après, quand on arrive à un certain niveau, c'est plus forcément là-dessus que ça se joue. Ça va plus être dans le détail. Et après, bon, on en parlera dans la suite de cet échange. Mais après, c'est encore d'autres choses au niveau de la stratégie, etc. Ce qui te caractérise le plus, et c'est là où je tiens à ce que ce soir, tu mettes les points sur les i, c'est que tu t'entraînes énormément sur le parcours. Et on considère que tu es
doué, que tu as du talent. Alors toi, tu vas peut-être avoir la modestie de dire que c'est parce que tu t'es beaucoup entraîné, mais nous, on considère quand même que tu fais des choses que les autres ne font pas. Une capacité à faire des choses difficiles facilement, mais qu'à la fin, ce n'est pas la peine de les répéter des centaines de fois si tu sais les faire. Et donc, de ce fait, on en a déduit, enfin ceux qui te connaissent et qui te suivent de près comme moi, que tu préférais et tu trouvais plus pertinent l'entraînement sur le parcours. Et donc, la question que je te pose, c'est par rapport à… Tu es en fait l'opposé finalement d'un Vijay Singh qui, lui, passe sa vie au practice, mais ce n'est pas pour ça que ce n'est pas plus efficace. Enfin, les deux systèmes sont efficaces, mais ça dépend de la personne. Oui, exactement. Ça dépend de la personne, de la façon dont elle aime s'entraîner. C'est vrai que quand j'étais plus jeune et que j'étais en transformation de swing, je passais presque tout mon temps en practice, ce qui est logique. Mais parce que sur le parcours, on ne peut pas faire autant de répétitions que sur un practice. Mais par la suite, quand j'ai commencé à être plus ou moins satisfait de ma technique, là, il a fallu que je la transfère sur le parcours. Et d'après moi, enfin après ça n'engage, je le dis que moi, c'est-à-dire que quand je dis ça, ça ne veut pas dire que je trouve que le practice, ce n'est pas bien. C'est-à-dire que chacun a sa préférence. Pour moi, le practice, c'est fait pour répéter ses gammes et c'est pour faire soit de l'échauffement, soit de la répétition. Ensuite, maintenant, moi, pour travailler quelque chose, je préfère le faire sur le parcours en situation parce que sur un practice, on le constate très souvent avec Benoît, c'est très difficile de sentir, de jouer. Voilà, de jouer, de visualiser le coup. On faisait l'expérience il n'y a pas longtemps, parce que donc, je commence ma série de répétitions de gamme, les wedges, et bon, voilà, faire 8, faire 6, etc. Et je visais un piqué, et à chaque fois, je tombais à 10 mètres, 8 mètres, 3 mètres, 5 mètres, 7 mètres, 5 mètres. On regardait ça au laser, mais j'étais jamais satisfait de mes coups. Et au bout d'une demi-heure, je commençais un peu à m'agacer. Et Benoît, il me dit, mais tu sais, sur un coup de fer 6 à 175 mètres, si à chaque fois tu te mets à moins de 12 mètres du trou, tu es toujours sur le green en position, dans une bonne position, et la plupart de tes balles sont à 7-8 mètres. Alors, et sur un practice, on n'a pas cette perspective-là, en fait. D'accord. C'est très difficile de viser, de s'aligner. Même émotionnellement, c'est pas pareil. Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Même si je me force à faire ma routine sur chaque coup et j'essaie de taper doucement, c'est très difficile. C'est une question de visualisation en fait. C'est très difficile de travailler trajectoire. Puis le vent est jamais pareil. Tu considères que la routine est essentielle à tes performances? Ah bah là, essentielle ou ah oui, fait partie de… en fait, ça fait partie du swing. C'est la routine. C'est quelque chose auquel je pense même plus maintenant quand je suis sur le parcours, mais c'est quelque chose que j'ai mis du temps à intégrer. Hein. Ça m'a pris des années avant d'intégrer toujours la même routine. C'est-à-dire que maintenant, je ne réalise même plus quand je la fais ma routine parce qu'elle fait partie de mon swing. Mais c'est quelque chose qui est hyper important. Et personnellement, parce que Benoît me l'a répété des milliers de fois, pour moi, au practice, un coup qui est tapé sans faire sa routine, c'est un coup qui est inutile en fait. Précisons, practice sur herbe. Ce que je dis. Practice sur herbe, parce que on sait très bien que quand on a choisi l'alignement d'un tapis, bon. Non, en fait, je parle de routine. Tu sais, quand on se met derrière la balle et qu'on positionne son club pour regarder son alignement, je parle d'une routine. De viser plutôt. Voilà, de viser, quoi. C'est-à-dire que tu vois, quand on met son gant, on se met derrière la balle, on vise quelque chose. Après, si on tape sur un tapis, moi, ça m'arrive souvent de taper sur des tapis aussi. Hein, je ne tape pas que sur herbe.
je vise toujours le même endroit. Eh oui. Mais c'est très important de faire sa routine. Parce que si on ne fait pas sa routine, ça veut dire qu'on n'a pas fait son coup à 100%. Il va manquer quelque chose. Après, par contre, euh, avant un, avant un tour, par exemple, au practice, moi, je fais ma routine. Mais il y a des fois où, pour m'échauffer, parce qu'il faut bien différencier une séance de practice et un échauffement au practice. Absolument. C'est pas la même chose. Quand on sait qu'on va jouer 18 trous après le practice, si quelqu'un a la chance d'avoir un practice dans son club, parce que bon, il n'y a pas tous les parcours qui sont notés dans un practice. Et d'un beau en plus. Il faut, voilà, Qui donne envie. différencier l'échauffement et la séance de practice. Moi, par exemple, je fais jamais de séance de practice avant d'aller jouer. Tu vois, pour moi, c'est un échauffement. Donc là, je ne vais pas forcément faire ma routine sur tous les coups. Je vais taper beaucoup de wedge, mais pour réchauffer mes muscles, tu vois, c'est pas la même chose. Une mise en route golfique, mais c'est pas un entraînement golfique. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui confondent l'échauffement et la séance de practice. Parce que c'est déjà fatigant mentalement de se concentrer sur chaque coup sur le parcours pendant 18 trous. Il ne faut pas en plus utiliser de l'énergie avant, tu vois. On en a beaucoup parlé de ça pendant les lives. Je sais que tu regardes mes lives de temps en temps. On en a beaucoup parlé de ça, de cette capacité de concentration. On ne peut pas le faire, on ne peut pas se concentrer pendant 4 heures. Et quand j'avais écrit mon ouvrage, c'était en 2007, je t'avais interrogé sur ça et tu m'avais dit que pour arriver à garder ta concentration, justement dans les moments pertinents, opportuns, quoi, pour une performance, eh bien, tu étais entre les coups dans un mode économie, à l'économie. Est-ce que tu fonctionnes toujours comme ça ou est-ce que tu as changé? C'est une bonne question parce que c'est vrai que avant, je fonctionnais beaucoup comme ça parce que, comme tu dis, c'est très difficile de rester concentré à 120% pendant 4 heures. Et c'est vrai que depuis, tu sais, j'ai eu une année blanche à cause de mon opération, voilà, qui s'est pas très bien passée. Et depuis la reprise, c'est vrai que j'ai un peu plus de mal à faire ça. Ah. Et bon, on peut en parler plus tard aussi dans l'interview, mais pour moi, c'est quelque chose de très important. Et j'ai constaté que j'arrivais moins à le faire et que je finissais mes parties dans un état de fatigue beaucoup plus important. Pas pendant le parcours, parce que tu sais, la fatigue pendant la partie, on ne s'en rend pas vraiment compte. Mais le soir, en rentrant à l'hôtel ou en faisant ma séance de gym, je voyais quand même une petite différence. Et c'est là qu'on voit que la tête, le cerveau, il a un très gros impact sur le physique. Hein. Est-ce que pour toi, il y a des parcours que tu trouves difficiles? Est-ce que tu te dis, parce que tout à l'heure, on parlait de parcours plus ou moins agréables, on va dire, non pas qu'ils soient faciles, parce que je pense que même Mandelieu, quand on place les drapeaux correctement, c'est plus cadeau du tout. Mais est-ce que pour toi, on va parler dans le monde, hein, puisque maintenant, on a la chance de te suivre dans le monde entier, eh bien, est-ce qu'il y a des parcours où tu te dis, ah, celui-là, il est costaud? Oui, évidemment, il y a des parcours qui sont beaucoup plus difficiles que d'autres. Mais après, je me permets de donner mon avis en tant que personne qui a joué énormément de parcours. Et moi, j'ai eu la chance de jouer beaucoup de majeurs sur des préparations de parcours très, très compliquées. Et ce que j'ai réalisé, c'est en fait, ma réponse va paraître un peu bête, hein, peut-être, mais aux yeux des gens. Mais tu prends un parcours comme la Grande Bastide ou le Hall Course à Mandelieu, ou Saint-Donat, ou des golfs locaux qu'on a ici, et ben, tu peux le préparer. C'est-à-dire que tu peux en faire un parcours en l'espace de 2 semaines. Tu peux en faire un parcours inscorable sous le par, si tu veux, si tu le souhaites. En fait, c'est pas tellement le dessin des parcours et la longueur qui en fait la difficulté chez nous. C'est le rétrécissement des fairways, la hauteur des roughs, la fermeté des greens, les positions de drapeau. Je sais que demain, ça va paraître fou, mais la Grande Bastide,
Demain, ils rétrécissent les fairways et ils les coupent en deux. Ils laissent le rough pousser de 15 centimètres et les drapeaux placés dans les coins. Ouais. Voilà, un score sous le pas. Hein. Ils mettent les rouleaux vibrants sur le Et oui, parce que, green. parce que du coup, qu'est-ce qui se passe sur les parcours qu'on joue? Du coup, un par 4 qui va faire une distance de 400 mètres. Habituellement, bon, on tape un gros drive, il n'y a pas de rough. D'ailleurs, on joue un wedge. Mais là, on sait que si on est dans le rough, on ne peut pas arrêter la balle sur le green derrière. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On tape un fer du départ. Donc, derrière, il ne reste plus les mêmes clubs. Enfin, en fait, la difficulté d'un parcours, elle se joue que là-dessus. Oui, il peut y avoir des parcours avec plus d'obstacles d'eau. Sur sa préparation. Mais c'est vraiment la préparation qui va faire la différence. Et j'aimerais bien un jour, enfin, ça, j'y avais pensé plusieurs fois, voir avec les propriétaires des golfs ici pour essayer d'organiser un événement et mettre le parcours en condition, un parcours qui paraît facile en fait, de tous les jours, mais en parcours sélectif. Voilà, de le mettre en parcours sélectif et que les gens réalisent qu'en fait, c'est pas le dessin ni la longueur du parcours qui fait tout. C'est vraiment la préparation. Et la vitesse des greens, etc. Je crois que j'ai jamais entendu une proposition aussi sympathique de la part de quelqu'un et aussi créative. Non, mais ce serait intéressant, hein, tu vois. Ouais. Peut-être qu'après, il faudrait vite laisser pousser l'herbe sur les greens parce que sinon, on va avoir des problèmes pour la vente des green fees. Ouais. Parce que si le parcours est injouable. Alors, tu as plus que fait tes preuves dans le golf, plus que fait tes preuves. Tu pourrais même t'arrêter maintenant. Tu serais quand même un dieu, en tout cas pour beaucoup de gens et pour moi. Non, avec évidemment. N'exagère pas. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je suis quand même si j'habite à Paris maintenant, je suis quand même resté sudiste hein, pour beaucoup de choses. Et tu as donc gagné une Ryder Cup, énormément de top 10, une carrière amateur magnifique, des records incroyables. Qu'est-ce qui te ferait le plus plaisir maintenant pour toi comme victoire dans les prochaines années? Peut-être une ou deux significatives pour toi? Ça serait lesquelles? Ce serait déjà de revivre une victoire, parce que bon, c'est des sensations qui manquent, hein, forcément. C'est les plus belles sensations qu'on peut vivre dans le sport, quelle que soit la victoire, hein, que ce soit un tournoi du circuit européen, du PGA Tour à majeur. Ouais. C'est-à-dire que les sensations sont extraordinaires. C'est un accomplissement, en fait. On pense voilà, quand on gagne un événement, on pense à toutes les heures de travail, tout ce stress, toute cette anxiété qu'on peut avoir tout au long d'une carrière, quoi, parce que ça paraît facile, ça paraît facile de l'extérieur, mais c'est quand même un sport qui est très stressant. Et regagner sur le circuit. Et puis ensuite, forcément, hein, le majeur, hein, ça reste. En Géorgie, Augusta? N'importe quel majeur. non, pour moi, non. J'ai quand même une préférence. J'avoue que quand j'y pense et que ça m'arrive d'en rêver, ce serait le British Open. Voilà. C'est le même choix que Jack Nicklaus. Ah, ouais. Parce qu'il y a une signification. Et voilà, il y a une signification. J'ai passé la plupart de ma carrière, même presque toute ma carrière en Europe. Donc, pour moi, ce serait vraiment The Open. Et Pebble Beach, qu'est-ce que tu en penses? Pebble Beach, c'est un parcours extraordinaire. Tu aimes bien, toi, les parcours près du bord de mer ou tu préfères un inland, links, parkland? Qu'est-ce que tu... je vais t'avouer mon parcours préféré. D'ailleurs, je vais te dire, c'est le seul parcours pour lequel je me suis déplacé en dehors d'un tournoi pour aller le jouer. Tu vois, donc, moi qui aime pas trop l'avion, je me suis déplacé plusieurs fois, 3 années de suite pour aller jouer. C'est Kings Bounce. Voilà. Ah, d'accord, très bien. Pour moi, Kings Bounce,
qui est très proche de Pebble Beach. C'est un lynx, c'est une herbe différente, mais le dessin est très proche de Pebble Beach. Géographiquement, c'est pas au même endroit. Non, c'est pas au même endroit. Mais voilà, c'est au bord de la mer, il y a des vues exceptionnelles, il y a des prises de vue exceptionnelles. Moi qui adore la mer en plus. Mais dis-moi, tu m'as pas dit qu'un jour tu voulais devenir pilote? Tu as dit, Pilote? Michel, amène-moi, je voudrais Ah oui, essayer. je t'avais dit. Oui. Ah oui. Bah ça, oui, quand j'avais vu que tu prenais des cours de pilotage pour avoir le brevet, ça c'est quelque chose de très prestigieux, quoi. C'est quelque chose que peu de gens peuvent faire. Et moi qui ai peur de l'avion, c'est vrai que je m'étais toujours dit, peut-être que si un jour je fais ça, ça m'enlèvera cette peur et je comprendrai mieux comment ça se passe. C'est intéressant parce qu'une fois, j'avais dans mon aéroclub mon chef pilote qui m'avait dit j'ai eu un souci avec une personne, elle a suivi la formation et elle s'est mise à se bloquer au décollage. J'ai dit mais Ah qu'est-ce oui. qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, la personne a avoué au dernier moment, uniquement au décollage sur la piste. Donc c'était quand même, heureusement, l'avion n'était pas encore lancé, qu'elle avait peur de l'avion et qu'elle avait fait ça pour ne plus Bah oui. pour ne plus en avoir peur. Et moi, j'ai enlevé la peur de beaucoup de mes amis avec des vols, bizarrement, des vols de nuit. Ah oui. Ouais, parce que les vols de nuit, il n'y a pas la perception de la hauteur. Ah d'accord. Voilà. Ah ouais, je savais pas ça. Enfin, Alors, je m'en eh rends oui, pas compte. ah non, puisqu'on est tout de suite à 3000 au-dessus de Cannes, 3000 pieds au-dessus de Cannes. Et donc, forcément, alors que la journée, c'est très impressionnant. 3000 au-dessus de Cannes, la journée, c'est vraiment, il faut être Ah bah accroché. oui. Et le soir, ça pose pas du tout de problème. Et plus, quand on connaît les procédures, tu as raison, effectivement, on s'en Ouais, sort un peut-être peu ça mieux. rassure. Peut-être ça rassure. C'est comme au golf. Alors, revenons sur les parcours et revenons à la compétition. Il y a une question qui est importante parce que je sais que tu fais toujours par rapport à toi-même à l'approche d'une compétition, parce que tu as pris en compte qu'il y avait du monde, mais tu t'occupes pas des autres. Tu penses à toi parce que c'est le plus important quand même. Mais quand même, maintenant, quand on approche une compétition de golf, une cinquantaine de personnes peuvent gagner. Il y a un champ de plus de 100 joueurs. Tout le monde joue le feu, certes, peut-être pas dans la même semaine. Comment on fait quand même pour se dire, Victor, je crois en moi et ça ne va pas m'impressionner? Comment on fait? Parce qu'il y a du monde là qui peut Ah, gagner. c'est très difficile. C'est très difficile. Je vois une nette différence entre quand je suis passé professionnel. Bon, j'ai eu la chance d'accéder directement à la première division, au circuit européen. Et donc, il s'est passé 10 ans. Mmh. Quand j'ai démarré, on était moins dans cet état d'esprit-là. C'est-à-dire que une bonne semaine, ça pouvait faire la gagne. Au pire, top 10. Une semaine moyenne sans putting, ça faisait le cut, ça faisait dans les 35 premiers. Une semaine horrible où tout se passait mal, ça a raté le cut. Maintenant, 10 ans après, il faut très bien jouer pour passer les cuts, très bien jouer et bien putter pour faire des top 10, très bien jouer, bien putter, être dans une forme de confiance au top et qu'il n'y ait aucun compartiment du jeu qui lâche pour gagner. Il faut être complet. Il faut être complet. Et d'un point de vue de joueur du circuit, ce que je vois maintenant, c'est qu'entre une troisième place et une victoire, ou une quatrième place, ou une deuxième place et une victoire, on n'est plus dans le contrôle, en fait. C'est tellement serré que on n'est plus vraiment dans le contrôle. C'est-à-dire que quand on finit la partie, on, on sait on a donné le meilleur de soi-même, tout s'est bien passé, mais ça va se jouer sur des détails qui sont tellement infimes, tu vois, que pour les premières places, parce que le niveau est tellement élevé maintenant, il y a de plus en plus de joueurs, et, et c'est très difficile de se dire, cette semaine-là, c'est moi qui vais gagner, je suis le meilleur, parce que du jeudi matin jusqu'au dimanche soir, il s'en passe des choses, hein.
Et de nos jours, le niveau est vraiment très, très, très élevé maintenant. Je En pense parlant que... de, ouais, Ouais, non, non, vas-y, en vas-y. parlant de niveau élevé, il n'y a pas longtemps, tu as déclaré dans une interview que j'ai regardée, parce que tu as déclaré ça, tu as dit, voilà, Tiger Woods, je suis à des années-lumière de lui. Alors, au niveau du palmarès peut-être, mais on se dit quand même, Victor peut rivaliser avec Tiger Woods. Tiger Woods, il peut le battre dans le cours d'un tournoi. Est-ce que tu penses vraiment ce que tu as dit au niveau Euh, du jeu? Est-ce que tu aurais ta chance contre lui dans le World Match Play, dans un tournoi, une fin de partie, un WGC? Est-ce que tu aurais une oui, chance contre lui? dans un WGC, comme tu dis, un World Match Play, et évidemment, j'aurai ma chance contre lui. Parce qu'au golf, on sait que sur une journée, on peut battre n'importe qui. Il peut être dans une journée moyenne, je peux être dans une très bonne journée, il peut me coller une raclée. Tout peut se passer. Par contre, c'est sur la durée que... pour moi, un grand champion, on le voit sur la durée. Pas sur les 5 premières années, pas sur les 10 premières années, mais on le voit sur toute une carrière. Et c'est ça qui différencie beaucoup le golf des autres sports, je trouve. C'est qu'on peut battre n'importe qui. Des fois, Absolument. ça m'arrive de jouer avec des amis qui sont pas pros, qui sont 3 ou 4 d'handicap. Et moi, je suis dans une journée moyenne, ils sont dans une très bonne journée, ils me battent. Ça arrive. Et comme moi, je peux battre Tiger Woods. Mais après, sur toute une carrière, dans la façon de jouer, et surtout au niveau c'est-à-dire de l'attitude qu'il a, pour l'instant, enfin oui, j'estimais, donc quand j'ai fait l'interview, être à des années-lumière, ne serait-ce que par les résultats, évidemment. C'est-à-dire qu'en fait, on peut pas vraiment, on, on n'aurait presque pas le droit, en fait, de me comparer, ou même de comparer un autre joueur à Tiger Woods, parce que Tiger Woods, on peut comparer personne à lui, comme on peut comparer personne à Michael Jordan. Enfin, c'est des gens qui ont révolutionné le sport. Voilà, pour moi, c'est même des gens qu'on n'a même pas le droit de critiquer en réalité. C'est des gens qui sont au-dessus de tout. Je suis absolument d'accord. Absolument d'accord. Je crois qu'on ne réalise même pas le niveau de ces gens-là. Non, non, personne ne réalise. En fait, personne réalise le sacrifice qu'il faut dans une vie, parce que la vie, elle n'est pas éternelle. Eh oui, Dans la vie, il y a le golf, mais on a beaucoup de choses à faire à côté. absolument. Et les gens ne se rendent pas compte tout ce qu'ils sacrifient, en fait, ces gens-là, pour en arriver à ce niveau. C'est des sacrifices qui, forcément, vont être regrettés plus tard, Ouais. évidemment, hein, parce que c'est des gens qui n'auront pas pu faire tout ce qu'ils auraient voulu faire dans leur vie, même s'ils en ont largement les moyens. Mais c'est des gens qui auront marqué le sport à tout jamais, quoi. Il faut vraiment réaliser le sacrifice que c'est. On pourrait en parler une soirée juste de ça. C'est un sujet Exactement. qui est énorme. Alors, maintenant, si tu devais, revenons dans un tournoi normal, euh, tu vas affronter un joueur ou au cours, par exemple, d'un match play, prenons le cas du match play, qu'est-ce qui va t'impressionner le plus chez quelqu'un? Qu'est-ce qui va faire que tu vas te dire pendant une fraction de seconde avant que tu te dises, bon, ben, manière, je fais ce que j'ai à faire, mais qu'est-ce qui va si tu te laissais impressionner par quelqu'un, ça serait à cause de quoi? Moi, ce qui m'impressionne le plus chez un joueur, souvent, c'est le petit jeu. Ça va pas tellement être la frappe de balle ou des gros frappeurs, on en connaît plein. Des joueurs qui ont un jeu de fer extraordinaire, il y en a plein. Par contre, des joueurs qui ont un petit jeu de très haut niveau, il y en a moins. Moi, c'est plus ça qui va m'impressionner. C'est plus le petit jeu. Parce que c'est ce qui fait la différence à notre niveau. Quand tu Ça joues va sur être le... vraiment le Oui, chipping et le putting.
Je sais que tu aimes beaucoup Graham McDowell, je sais que c'est un de tes joueurs favoris. Mais est-ce qu'il y a des joueurs après qu'on aime un peu moins, où on se dit tiens là, j'ai pas tellement de fit avec tel joueur sur le circuit, ou est-ce que, alors sans les nommer, mais est-ce que ça arrive? Est-ce que ça arrive où des gens tu te dis ah je suis dans sa partie, je suis content, là c'est bien. Est-ce que ça a une influence sur toi au niveau du jeu? Pour moi personnellement non, parce que quand j'arrive au départ, je suis dans ma bulle et vraiment je regarde pas du tout les gens avec qui je joue. Je suis concentré à 120% sur ma partie, sur mes routines. Peut-être trop, des fois même, ce qui me coûte beaucoup d'énergie, mais non, c'est pas quelque chose que je regarde trop. Après, oui, il y a des joueurs avec lesquels on a moins d'affinité, mais même les joueurs qu'on estime, entre guillemets, pas très sympathiques, quoi qu'il arrive au golf, il y a toujours cette marque de respect et, et les parties se déroulent toujours bien. Même quelqu'un voilà, qu'on pourrait qualifier vraiment de mauvaise personne, il aura toujours, quoi qu'il arrive, ce respect qu'on doit avoir au golf entre joueurs. Quand tu étais jeune, que tu étais petit, tu as toujours, moi j'ai suivi ton évolution, surtout à partir du Pôle Espoir. Est-ce que tu t'es dit un jour j'y serai? Est-ce que tu l'as toujours su en toi? Ou est-ce que c'est arrivé et puis tu dis ah ben oui finalement j'y suis arrivé mais je pensais pas? Est-ce que tu as toujours su en toi que… Non, c'est difficile. Hein. C'est difficile quand on est jeune comme ça, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, toute cette période-là. C'est une vraie période de transition et c'est très difficile de se poser ce genre enfin, d'avoir cette réflexion en fait. C'est-à-dire que moi, quand je suis arrivé sur le tour, peut-être pas beaucoup de gens le savent, mais je suis passé professionnel. J'ai joué quelques tournois l'été sur invitation par IMG. J'ai joué 6 tournois. Et ensuite, j'ai passé les Q-School, enfin les cartes d'accès au circuit. Mais j'ai commencé par la première étape, à Barbaroux. Et le problème des Q-School, c'est que, enfin, des qualifications, c'est que quelle que soit l'étape, que ce soit la première, deuxième ou la troisième, c'est tout autant difficile. C'est l'enfer. Pour moi, c'est le plus dur, non? le tournoi le plus stressant qui existe. Et j'ai eu la chance pour les 3 stades d'être en bonne forme pendant ces semaines et je me suis retrouvé propulsé directement sur le circuit. J'ai gardé ma carte la première année, j'ai plutôt pas trop mal joué et après ça s'est bien enchaîné. Mais c'est vrai que le plus difficile souvent c'est d'y accéder. Voilà, et j'ai eu la chance d'y arriver jeune et d'avoir pu me construire à partir de là. Y accéder, plus difficile que d'y être parfois. On a bien compris que c'est une période qui est souvent douloureuse et les plus grands joueurs le disent que c'était vraiment une semaine infernale. Surtout que maintenant, il y a à peu près 14 rounds pour être sur le PGA Tour. C'est ça. Et donc, c'est vraiment très costaud. Et en plus, jusqu'au bout, tant que c'est pas fini, on peut avoir joué le feu 13 rounds, il y en a encore un et il faut le terminer. Ouais, puis ce qui est ingrat, c'est qu'il y a des joueurs qui jouent très 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 bien, qui ont largement le niveau d'être sur le circuit, mais si sur une semaine ça se goupille pas très bien, et ben ils perdent une année, des fois 2 années, 3 années. Il y a des joueurs avec qui j'ai joué les finales en 2010, oui, c'était en 2010. Notamment un joueur qui s'appelle Chris Doak, un Écossais, et ça je m'en souviendrai toujours. On était égalité au 15 et on était limite dans le cut pour se qualifier, pour avoir la carte. Moi je fais birdie au 15, il fait bogey. Au 16, il fait 3 putts. Au 17, il fait chip du bord de green, 2 putts. Et au 18, il met un super deuxième coup et il fait 3 putts pour rater d'un coup. Et c'était un mec qui jouait extraordinaire. J'ai joué en amateur toute l'année avec lui. C'était un super joueur. Et ben, depuis 10 ans, il n'a jamais accédé au circuit par la suite. Et c'est ça qui est très ingrat avec cette qualification. Et avec le golf, d'ailleurs. À un moment donné, il faut que les dieux du golf s'en mêlent un petit peu. Voilà, exactement. Alors, on va rentrer dans le dernier volet de… Brancher. Juste brancher ça. Alors,
on reste tous ensemble. Ouais. On est à la maison, de toute manière. Problème technique. Hop là. Voilà, c'est bon. Est-ce que tu veux qu'on fasse un break ou est-ce que tu veux qu'on poursuive? Non, non, parfait. J'avais juste plus de batterie. Très bien. Moi, je me suis équipé, j'ai mis un chargeur pour ne pas avoir de coupure. Ouais, Pour être certain que ça se passe. Très bon. Tout est chargé à fond. Alors, la dernière partie donc, de l'entretien aujourd'hui, et déjà, mille merci de ton temps et de ta générosité pour tout le monde. Je pense que les gens vont être vraiment tellement contents. Tu es leur rayon de soleil pour la journée, parce que tu sais qu'en ce moment, c'est bien, on a certes du temps pour parler de golf, mais c'est pas facile. Non, et donc, en tout cas, tu nous as emmené avec toi dans ton monde. C'est vraiment un immense cadeau que tu nous as fait. Merci infiniment de la part de tout le monde. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Alors, maintenant, la dernière partie, c'est vraiment les questions qui sont arrivées aujourd'hui pour toi. Évidemment, je n'ai pas pu tout mettre. C'est pas non plus facile de poser des questions. C'est pas si facile que ça. Je vais t'en poser donc plusieurs. On a Eric Novell qui t'aime beaucoup, qui m'écrit souvent en parlant de toi. Et d'ailleurs, c'est un de ceux qui m'a dit que ça serait vraiment le rêve que tu arrives à avoir Victor. Et il te demande, ayant autant de talent que toi, autant de talents naturels comme les plus grands, qu'est-ce qui te sépare maintenant d'un top 20 mondial, d'un classement mondial top 20? C'est pas facile de répondre à cette question, mais je vais essayer de faire au mieux pour qu'ils comprennent bien. En réalité, pas grand-chose. Pas grand-chose, mais c'est malheureusement ce qui sépare souvent un 200e mondial d'un 20e. C'est souvent pas grand-chose. Et ce qui m'a fait beaucoup de mal, c'est évidemment cette année blanche. Cette année 2018, voilà, où malheureusement, j'ai pas pu voyager à cause de mon opération. Je m'étais bien relancé en fin d'année en 2017. Ça aurait pu me permettre de bien rebondir, mais voilà, malheureusement, j'ai été un peu coupé dans mon élan. J'ai été un peu coupé dans mon élan après cette 3e place au Netbank et ce top 10 à la finale de la race. Et c'est très difficile de revenir, surtout que quand je reviens en 2019, le niveau a encore augmenté. Moi, j'ai pas touché un seul club de golf pendant presque 10 mois, donc pas facile. Début de saison difficile. Voilà, je me suis battu toute l'année. Je me suis battu toute l'année pour essayer de conserver ma carte, même si je n'y pensais pas. Mais forcément, en fin de saison, on y pense quand même, parce que ça peut arriver même à des très très bons joueurs de redescendre sur la 2e division. Et ouais, des gros problèmes avec mon équipement en fait. Parce que comme j'ai pas joué pendant une année, donc j'ai repris des nouveaux clubs en 2019. Voilà, on s'était pas vu avec mon entraîneur, avec Benoît, pendant un an. Et en fait, on a réalisé que en début d'année 2020, donc cette année, que mes clubs étaient réglés à l'envers. Enfin, quand je dis à l'envers, j'exagère, mais étaient complètement upright et étaient tous ouverts de 1,5 degré en fait. Oui, non, c'est énorme. C'est énorme. C'est-à-dire que je pense avoir perdu beaucoup de distance. Je comprenais pas. Dans le vent, dès qu'il y avait un peu de vent, j'étais complètement perdu. J'avais l'impression d'avoir les mains très basses, alors qu'en fait, c'était simplement des réglages de club. Ça paraît complètement bête, hein, mais même à mon niveau, j'ai pu faire cette erreur. Même Benoît l'a avoué que on s'était pas du tout penché là-dessus, et du coup, on n'a pas bataillé. On a bataillé toute la saison. C'est-à-dire que j'ai essayé sans résultat de modifier quelques trucs dans ma posture, dans ma technique, mais vraiment léger, hein, mais rien ne marchait.
et j'avais plus aucune distance sur mes fers. Et c'est pas en reprenant une ancienne série que tu t'es rendu compte de ça? Quand je suis arrivé à Dubaï, quand je suis arrivé à Abu Dhabi, pardon, même là, je ne comprenais pas en début d'année. Je disais, c'est pas possible. J'ai fait du physique, j'ai fait beaucoup de physique cet hiver. J'ai repris du poids parce que j'avais beaucoup maigri après mon opération l'année dernière. Je peux pas ne pas avoir gagné de distance. C'est pas possible. Et, et donc, j'ai repris une ancienne série, enfin la série avec laquelle je jouais donc en 2017. Et là, je l'ai repris en Arabie Saoudite. Je l'ai repris. En fait, je suis rentré chez moi entre Dubaï et l'Arabie Saoudite pour récupérer ces clubs. J'ai fait un aller-retour. Ouais. Et là, dans le vent, j'avais l'impression de revivre en fait. Ouais. Et bon, là, malheureusement, j'ai pas eu assez de tournois pour concrétiser ça. Mais on a été stoppé par ces événements. Mais je pense que, voilà, avec encore quelques réglages, je pensais du moins faire, voilà, revenir et faire vraiment une belle saison. Mais après, pour en revenir vraiment à la question elle-même, euh, ça se joue à des petits détails. Ça se joue à des petits détails, notamment au petit jeu et au putting. Très bien. On a un petit temps de latence avec la transmission. J'espère que tout est OK de ton côté. Pour moi, c'est bon. Ouais, mais OK. non, c'est vrai que ça. Attends. Ouais, il y a un petit temps de. Un petit temps d'attente. On va surveiller ce temps. Alors, question d'Hervé Godard qui dit Victor, selon toi, et uniquement toi, qu'est-ce qui fait un champion? Bien que tu aies partiellement répondu tout à l'heure, c'est surtout la durée. Oui, pour moi, ce qui fait un champion, c'est toute la carrière en fait. C'est-à-dire que de mon point de vue, par contre, on a un petit temps de, ouais, ça, attends. Alors, si tu veux, on peut faire une première pause. Il reste quelques questions et après on parlera particulièrement des amateurs. Donc, je te propose un entracte et puis on se reprend tout de suite. Super. Cette partie concerne principalement vraiment le monde amateur et comment tu pourrais, toi, en tant qu'observateur, aider nos amis qui ont beaucoup plus de mal sur le terrain. Il y a quelques questions. Donc, une de Jean-Christophe Buchot qui dit pour performer, vaut-il mieux s'appuyer sur la recherche de sensations, de plaisir, ou sur une routine, ou sur une perfection technique qui amènerait la régularité? Qu'est-ce que tu recommandes pour performer? Alors, tout d'abord, quel que soit le niveau de jeu, je recommande donc de pas trop s'attarder sur la technique pendant un parcours de golf. C'est-à-dire que pour moi, ça se fait en deux étapes. Il faut laisser la technique au practice et sur le parcours se concentrer sur d'autres éléments, c'est-à-dire plus la stratégie de jeu, la routine, si elle n'est pas encore bien mise en place. Ensuite, la technique. Moi, comme je suis pas enseignant de golf, c'est pas vraiment mon domaine. Je suis pas assez spécialisé là-dedans pour en parler plus. Mais la seule chose que je pourrais conseiller, c'est vraiment se concentrer sur la routine, sur le parcours, se donner deux, trois clés, c'est-à-dire sur le démarrage, la posture. Il y a toujours des petites vérifications à faire, mais avant de taper le coup. Et ensuite, on le sait tous, hein, quand on tape un coup, quand on est dans le moment de l'action, il faut essayer de penser au moins de choses possibles. Ouais. Et ça reste la clé, hein. Comme on dit, hein, il faut pas trop réfléchir quand on tape. Mais, mais voilà, vraiment garder la technique pour le practice. Je parle pas de l'échauffement, hein, comme j'ai dit tout à l'heure. Avant un parcours, ça reste de l'échauffement. Après, on peut mettre deux, trois clés en place auxquelles on va penser sur chaque coup, mais toujours avant de commencer à faire sa routine. Pas pendant qu'on tape le coup. Enfin, pour moi, quand je dis taper le coup, pour moi, le coup, il commence à partir du moment où on démarre sa routine. Donc vraiment, y penser avant, on arrive sur le départ, mais pas pendant le coup.
Oui, la prise d'information, c'est ce que j'expliquais dans un de mes lives. Je disais que la prise d'information n'était pas la routine, puisque la prise d'information peut varier au niveau du temps. Mais après, dès qu'on a pris les infos et qu'on va commencer la visu, là, la routine, évidemment, commence. Exactement. Voilà. Bon. Ça me fait plaisir que tu confirmes cette vision. Souvent, les enseignants ont des qualités parce qu'ils recherchent effectivement à bien, pas cataloguer les choses, mais en tout cas bien les décrire, bien les identifier. Et puis, il y a aussi le défaut de la qualité, c'est-à-dire de trop vouloir, pas inventer pour inventer, mais trouver des catégories de swing très techniques, des profils, tout ça. C'est respectable, hein, c'est le métier d'un prof de golf, mais parfois c'est un peu excessif. Je pense que c'est quelque chose qui, toi, tu le laisses au monde enseignant. Comment tu expliquerais ton swing, ton système de swing? Comment tu l'expliquerais? Mon système de swing, à moi, il est très simple. Je me concentre que sur une seule chose, quand je suis sur le parcours, en tout cas. C'est ma posture et mon grip. C'est-à-dire que le positionnement devant la balle. Parce que tout part de là, de toute manière. Je vais prendre un exemple je vais prendre un exemple basique. Je jouais avec je ne vais pas le citer, mais avec une personne que je connais il y a quelques temps, il y a peut-être 2 mois, quelque chose comme ça. C'est la première fois qu'on faisait une partie ensemble. C'est un monsieur qui est 11 d'handicap, qui joue plutôt bien, mais il n'arrive pas à descendre en dessous de cet index. Et il a du mal à s'améliorer. Et donc on joue, on fait les premiers trous et je le vois un peu se chercher dans sa routine, tout ça. Je vois qu'il est vachement dans la technique, ce qui est très bien, hein. Ce qui est très bien. Donc je lui ai expliqué quelques bases. Et en fait, son entraîneur lui disait toujours, enfin pareil, je vais pas le citer, mais son entraîneur il avait un souci, il avait du mal à déclencher ses hanches et il revenait vachement par-dessus. Et il avait l'épaule droite, voilà, qui prenait le dessus. Et du coup, il n'arrivait pas à tirer une balle droite. Il faisait beaucoup de pull fade sur ses mises en jeu. Et pareil, sur ses alignements, il avait l'impression, voilà, aussi de rater tous ses coups de fer à droite. C'était juste parce qu'en réalité, il se cherchait dans le swing. Et au trou numéro 5, je lui dis, mais tu sais, tu as les pieds déjà qui sont à droite, donc c'est-à-dire que déjà ton swing est faussé dès le départ. Tu ne peux pas modifier quelque chose dans ton swing si déjà tu es mal positionné devant la balle. C'est vraiment la base. Et il me dit, ah bon, et tout. Et le problème, c'est que, bon, toi, je sais que là-dessus, tu t'y connais très très bien. C'est que malheureusement, le cerveau, les yeux, s'habitue très vite à un système c'est-à-dire que moi, parce que ça m'est arrivé, hein, dans le passé, de faire des fautes d'alignement et du coup, on pense qu'on est bien aligné et ensuite, ça nous fausse le swing. Et lui, il avait toujours l'impression d'être bien devant la balle alors qu'en fait, il était toujours 15 mètres à droite. Donc, je lui ai fait prendre un point de repère devant et je lui ai dit, voilà, maintenant, tu te concentres que sur une seule chose, c'est tu prends ton point de repère, 10-15 cm devant la balle, et tu te focalises que sur ton alignement. Donc au début, il avait l'impression d'être aligné complètement à gauche. Il dit non, non, swing normalement. Et évidemment, 2 trous après, il a plus raté une mise en jeu et il s'est mis à enfin taper des draws. Alors que ça faisait 6 mois qu'il essayait de modifier son plan de swing et qu'il se concentrait sur déclencher les hanches. Bon, ça, c'est des critères techniques que je maîtrise pas, mais parce que je suis pas assez bon, enfin, je suis pas assez bon dans l'enseignement. Mais voilà, je l'ai fait repartir sur des bases, en fait. Et rien qu'en modifiant des choses basiques sur la posture, et son swing a suivi. Donc, des fois, je pense que c'est bien de travailler sur la technique. C'est important. Mais on peut le faire que en ayant des bases parfaites. Voilà, ça, c'est mon point de vue. Je n'ai rien à rajouter à ça, mais il y a aussi le phénomène de qui te dit les choses aussi. C'est quand le champion arrive et nous dit quelque chose, on a tendance à se réveiller. Tu vois, il y a aussi ça. Après, tu vois, ce que je dis, c'est des choses très simples. Hein, c'est pas, tu vois, je reste à ma place. Je veux dire, je dis des choses vraiment très simples. Hein. C'est-à-dire que
pour résumer, voilà, on peut aller chercher très loin dans la technique si on le souhaite. Il y a des enseignants qui sont très bons pour ça. C'est d'ailleurs quelque chose de très intéressant. Si on devait rester sur des basiques toute notre vie, bon, on s'ennuierait au bout d'un moment. En tant qu'entraîneur, je parle, on a toujours envie de chercher Mhm. à découvrir de nouvelles choses, mais c'est primordial d'avoir les bonnes bases, grille, posture, alignement. Et ensuite, à partir de là, je vais pas dire on peut faire ce qu'on veut, mais je vois trop d'amateurs avec qui je joue souvent. Les personnes que je côtoie en partie, la plupart du temps, sont entre 3 4 et 25 de handicap. Mhm. Donc, quand je joue en partie d'entraînement. Donc, je vois de tout. Mais ce qui ressort presque à 99% du temps, c'est que les bases ne sont pas en place et ne sont pas assez mis en avant, quoi. Il n'y a pas les fondements de la maison. C'est-à-dire que, en fait, Exactement. c'est trop appris euh, de la part de la personne à la va-vite. Oui, le grip, ben, c'est bon, j'ai mon grip. Oui, c'est bon, je suis aligné. Oui. On survole un peu trop des paramètres qui sont en fait déterminants à la suite, à la mise en place du swing. Voilà, exactement. Alors, la partie que tu accordes maintenant dans ton entraînement, c'est Bob qui te pose cette question. Il te dit, voilà, quel est le pourcentage de technique pure et versus sensation? Parce que, ok, on a bien compris, il n'y a pas trop de technique, on a bien compris, c'est surtout posture, tout ça, mais ce sont des éléments quand même que tu vérifies. Donc, je Oui, suppose qu'une fois que c'est vérifié, après, tout est plutôt de la visualisation et des sensations. Je rajouterai ça à la question de Bob. oui, exactement. Hum, Euh, pour ajouter aussi un petit truc, quand quand je dis que ce sont des choses basiques, mais c'est des choses basiques, mais qui sont très importantes. Parce que, par exemple, ça m'est arrivé de pas aller au golf pendant 10 jours et en trêve hivernale, de revenir et Benoît, enfin mon entraîneur me dit, mais regarde ton pied, ton grip, regarde. Et en fait, ça se perd très vite. C'est pour ça que c'est des choses qu'il faut vérifier tout le temps. Et ensuite, au niveau des sensations, euh, quand je fais une vraie séance d'entraînement, je prends à peu près une vingtaine de minutes, mais concentré, hein, en y mettant une très grande intensité, enfin comme j'essaie de mettre la même intensité que sur le parcours, avec le stress en moins évidemment, mais j'essaie de mettre le maximum d'intensité, où je vais bien vérifier mes bases, bien vérifier mon plan de swing, que tout est bon. Et ensuite, je vais pas trop m'attarder là-dessus. On va se mettre à prendre des cibles et et après, c'est mon entraîneur qui fait la musique, on va dire. Il me dit, voilà, euh, bah là, celle-là, tu vas me la faire en draw, celle-là en fade, celle-là un peu plus basse, celle-là un peu plus haute. Et en fait, on tape que des trajectoires. On ouais. tape que des trajectoires, on regarde le vol de balle. Et ça, c'est ce que, voilà, pour répondre à la question, c'est plutôt le côté sensation qui est important en fait à garder au practice pour travailler ce genre de choses. Et ensuite, on va sur le parcours et là, on met en application. C'est pas pour rien que le grand Jack Nicklaus reprenait chaque année avec son entraîneur Jack Grout les basiques comme s'il démarrait le golf chaque Voilà. hors-saison. C'est pas pour rien. Est-ce qu'on peut en arriver même à un niveau d'expertise? Est-ce que des fois, il t'est arrivé de voir sur le tour, en te tournant comme ça au practice, en regardant à droite à gauche, Ouais. des joueurs avoir des difficultés parce qu'ils te disent qu'ils ont vraiment perdu leur sensation? Oui, oui, ça arrive. Ça arrive très souvent. Euh, il y a beaucoup de très très bons joueurs. C'est d'ailleurs c'est d'ailleurs ce qui fait la beauté de ce sport aussi, hein, c'est que bah, il y a des très grands joueurs, des fois, ils disparaissent. Ils disparaissent, on les voit faire des scores très hauts pendant une longue période. Après, évidemment, ils reviennent parce que ça reste des très grands joueurs. Mais ça peut arriver de perdre complètement toute sensation. Mais la plupart du temps, ça va avec le mental aussi. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est de pair, hein. Euh, Moi, l'année dernière, en milieu de saison, j'ai complètement raté le coche des gros tournois en début d'été. Mhm. Je m'étais perdu un peu dans mes sensations, mais c'est parce que j'avais aussi perdu un peu ma tête. C'est-à-dire que ça va beaucoup de pair quand même, hein. C'est quelque chose qui est très relié.
J'ai souvent posé la question à des grands entraîneurs, est-ce que sur le parcours, quand il y a une explosion, est-ce qu'elle est plutôt, donc ça c'est une question très spécifique, est-ce qu'elle est plutôt, c'est-à-dire que tout va bien, puis d'un coup, boum, est-ce que c'est plutôt d'ordre mental ou technique? Et souvent, bizarrement, les gens me disaient que c'était, enfin les entraîneurs me disaient que c'était d'ordre technique. Quand il y avait une explosion, c'était technique. C'est-à-dire Oui, que d'un oui, coup, ce serait plutôt justement une perte de sensation oui, oui, qui, complètement. qui est latente, et puis d'un coup, boum, ça saute. Et En fait, c'est bien qu'on parle de ça parce que ça permet ça va permettre de rectifier quelques trucs que j'entends souvent. Je pense que bon, tu connais mieux que moi le, le golfeur qui va regarder un tournoi professionnel à la télé. On voit un joueur en tête, hop, il commence un peu à moins bien jouer. Tout de suite, il a craqué mentalement. Voilà, ça c'est la ouais, première. Oui, mais ouais. après, en tant que, même moi en tant que sportif, Observateur. Mm. même moi en tant que sportif, quand je Mm. regarde d'autres sports, Mm. ça peut être la première des réflexions. C'est quelque Mm. chose de naturel. Mais en réalité, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec le mental. Euh, Tous les joueurs de golf, quels qu'ils soient, quand ils sont en position de gagner un tournoi ou qui sont dans un gros événement bien placé, qu'ils ont même la gagne au bout des doigts, quand on est dans cet état-là, en fait, on ne ressent même plus la pression. C'est-à-dire que on est là, on joue. Moi, je sais quand je jouais à la Ryder Cup, quand en Turquie j'étais en tête, dans les majeurs quand j'ai été bien placé, ben, on n'y pense même plus. En fait, c'est même plus une question de pression ou de tremblote, comme on peut dire. On peut appeler ça la tremblote aussi. Ça, on l'a plus en début de tournoi, en fait, ou en début de parcours. C'est souvent les premiers trous qui sont les plus difficiles à passer. Mais ensuite, tu sais, le cerveau, je pense qu'il rentre dans un état, en fait, où on est complètement déconnecté, tu vois. Il n'y a pas une sorte d'anesthésie qui arrive? Oui, voilà, c'est comme une anesthésie et on ne sait plus exactement où on est. Par contre, la seule chose qu'on sait, c'est qu'on doit se concentrer sur taper le meilleur coup possible. Et on réalise ce qui vient de se passer une fois qu'on a rentré le dernier putt. Mais ce n'est pas une question de mental, comme tu dis, ça vient souvent d'erreurs techniques, en fait. D'erreurs techniques c'est souvent dans la musique du swing, tu vois. Souvent, ça se précipite un peu, euh, ça peut être une erreur de distance, une erreur de club, mais c'est pas tellement le mental. Je suis pas d'accord avec ce que disent beaucoup de gens. C'est pas une question de mental. C'est souvent la technique, comme ils disent. Cette anesthésie qui nous prend, puis d'un coup, on ne sent plus notre corps et boum, la faute devient technique, une faute de rythme, une faute de. C'est pour ça souvent qu'on dit que quand il y a un problème sur le parcours, en premier, il faut toucher le rythme, revenir à un bon rythme. Voilà, c'est ça. Et c'est exactement ça. Souvent, nous, les erreurs, bon, on a notre technique, des balles, on en tape des centaines de milliers, c'est en place, mais les erreurs techniques, elles viennent souvent enfin même 99% du temps, elles viennent du tempo, hein. Ouais. Voilà, hein, c'est toujours la même chose. Il faut gérer un petit peu l'adrénaline, par contre. Faut bien gérer ses distances quand on est dans des positions, voilà, dans les premières places. Mais sinon, non, honnêtement, je pense pas que le mental a un rôle. Je parle pas pour la gagne, hein. Je veux dire, je pense pas que ce soit le mental qui crée des défaillances dans le swing. Voilà. En revanche, le côté versant positif de l'affaire, et souvent quand je t'observe jouer, je le vois, c'est qu'à un moment donné, quand les birdies qui rentrent font que tu vas commencer à monter en bonne intensité. Voilà. Il y a une sorte des ailes qui te poussent dans le dos, Oui, après, on s'installe en fait. On s'installe sur un espèce et là, plus rien ne peut de- t'arrêter. voilà, on s'installe sur un espèce de petit nuage, et là, tout s'enchaîne. Tout s'enchaîne. Ce petit nuage chez toi, quand il arrive, c'est grâce à quoi? C'est grâce à des potes qui rentrent ou c'est grâce à. Ou tu sais pas, c'est un tout. Alors, c'est les premiers potes. C'est les premiers C'est potes. les premiers potes. Quoi qu'on dise, c'est toujours sur les 5-6 premiers trous. Mhm. Ça se joue toujours sur des potes entre 2,50 m et 5 mètres qui tombent ou qui ne tombent pas.
Et ensuite, la partie, elle est lancée et voilà, on le sait comment ça se passe, hein. Tu veux dire qu'on le sent dès le départ, quoi. Voilà, on le sent dès le départ. Je parle dans des tournois où les conditions sont bonnes, hein. Ensuite, dans les tournois, on peut arriver dans des British ou des US Open, il y a beaucoup de vent, de la pluie. Là, c'est plus la même chose. Là, on part dans un état d'esprit différent où il faut jouer avec une très, très grande stratégie et où tout est faisable. En fait, on peut commencer par 2 bogeys ou 3 bogeys et gagner le tournoi. Non, je parle dans des tournois plus basiques. Phil Mickelson dit on gagne un tournoi en rentrant les potes de 6 mètres. Est-ce que ça veut dire qu'en dessous, grosso modo, tout le monde rentre à peu près, mais évidemment, à 6 mètres, tout le monde ne rentre plus. Peut-être même bien avant, mais… Voilà, c'est ce qui va faire la différence. Beaucoup, c'est les putts entre 5 mètres et 10 mètres. Et toujours un ou deux très longs putts qui tombent. En fait, ça se joue souvent, nous on le voit. Ça se joue souvent sur. Tu as toujours un ou deux longs putts, les putts de 12, 13, 15 mètres, qui vont tomber et qui, le jour d'après, vont se transformer en 3 putts. Donc chez nous, ça peut faire 3 ou 4 points, et 3 ou 4 points, c'est 30 places. Donc c'est ça, en fait, qui fait beaucoup la différence aussi. Tu vois, même moi, je tombe dans le piège de repartir à chaque fois sur des questions du circuit parce que tu vois que ça nous fascine tous. Non, mais tu as raison, hein. Voilà. Mais on va revenir à nos amateurs. Et je sais qu'il y a quelque chose de très important que j'ai beaucoup appris de toi. En tout cas, c'était déterminant. Lorsqu'on a joué ensemble, d'ailleurs, c'était à Barbaroux, où, comme par hasard, nous sommes tombés ensemble. C'était la rapidité que tu as à jouer. C'est-à-dire qu'effectivement, tu prends ton temps dans l'analyse, dans les déplacements. Là, tu es tranquille. Et après, dès que tu joues, tu expédies rapidement. Et moi, je savais tout ça, mais je ne l'ai jamais vraiment ressenti que le jour où je t'ai vu jouer comme ça devant moi. Et je me suis dit, il a tout compris parce qu'il ne laisse pas le temps au doute d'arriver. Et c'est ce qui devrait aider quand même tous les amateurs. Et depuis, dans mes conférences, je n'arrête pas de prêcher en disant, écoutez, diminuez le temps d'action pour pas que le doute s'installe, pour pas que les crispations s'installent, parce que c'est vraiment l'avenir pour vous. Est-ce que tu penses que c'est une clé d'avenir pour nos amis amateurs? Ah ouais, bah moi, je suis 100% d'accord avec toi. Et encore plus pour les amateurs que pour les pros. Parce que c'est vrai que voilà, j'en suis témoin aussi souvent. Je vois beaucoup d'amateurs autour de voilà, entre 5 et 20 handicaps qui prennent énormément de temps devant la balle à l'adresse. Et malheureusement, je sais très bien ce qu'ils font parce que je l'ai fait aussi. Quand j'étais beaucoup plus jeune, je faisais la même chose. On est devant la balle, on pense à bien monter le club, à bien placer le club au bon endroit du backswing et comment je vais déclencher mes hanches, etc. Mais en fait, non, ça, il faut y penser avant. Il faut y penser quand on est en train de préparer son coup. Et Mais surtout le temps d'attente à l'adresse, à part il faut qu'il soit très court. très Il faut qu'il court. soit très, Mais très on court. a toujours l'exception qui vient nous plomber la règle. Lee Westwood passe au moins 7 secondes, des fois même plus, à l'adresse. Alors que toi, à l'adresse, dès que tu vas expédier, ça part en peut-être 2 secondes maximum. Oui, mais il y a il y a toujours des exceptions, hein. Mais après, voilà, Lee Westwood, c'est quand même un joueur. Enfin, c'est un très, très, très grand joueur du circuit. Euh, je pense que lui, il est sur vraiment d'autres étapes de son swing et de sa façon de. Après, je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui eux, préfèrent visualiser leur coup quand ils sont à l'adresse en regardant le drapeau. Mais ça dépend de chacun à sa préparation en fait. Chacun a sa routine différente. Mais je reste persuadé quand même que les amateurs en général restent trop longtemps à l'adresse devant la balle et ce qui fait qu'ils pensent à trop de choses en fait. Je le vois avec mes amis avec qui je joue souvent, hein. Alors ça, c'est la partie plutôt, on va dire, générale. Voilà, justement, dans les parties, quand tu fais des pro-am, et puis quand tu joues, bon, c'est quand même pas évident non plus d'arriver à rester concentré quand on joue avec des gens qui jouent moins bien. C'est quand même difficile, hein. Mais je sais que tu as eu cette nature de tolérance en Ah toi. oui, bah là c'est à la cool, hein. Là c'est. Voilà. Mais quand tu les regardes, tu te dis pas des fois, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il fait? Ça peut pas marcher.
Qu'est-ce que, Oui. Ah si, ça m'arrive très souvent. voilà. Quelle est la Ça faute que tu vois le plus où tu dis, oh là là, encore un qui va me faire ça et j'en ai pour 18 Ah euros. de toute façon, la plupart du temps, je sais exactement comment ça va se passer quand je les vois faire leur routine et la façon dont ils se positionnent devant la balle. En fait, c'est des choses très simples et très logiques. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je voulais mettre, je voulais vraiment insister sur les bases parce que elles sont tellement simples des fois qu'on les oublie au final. Eh ouais, C'est souvent ouais, ça ouais, et, absolument. et c'est vrai que quand je fais des programmes ou quand je joue avec mes amis ou qui viennent des fois avec un autre ami, et puis c'est des gens que je rencontre pendant une partie de golf, au final, je vois que je leur répète toujours la même chose. Ouais, C'est toujours ouais. les mêmes choses en fait. Mhm. C'est toujours les mêmes choses qui sont des choses très simples, mais qui ne sont pas assez respectées. Donc, c'est le conseil principal au niveau des amateurs de ta part, c'est bosser, devenez fort à faire des choses simples. Voilà, exactement. Il faut rester dans la simplicité. Mhm. Il faut rester dans la simplicité. Le golf, c'est déjà assez compliqué, je trouve. Ouais. Il faut essayer de rester le plus possible dans la simplicité. Ta vision rapidement par rapport à la technologie, Mhm. SampleLab, Trackman, les différents logiciels, la 3D, est-ce que tu te dis, bon, génial, mais 2 fois par an, ou est-ce que c'est plutôt fréquent? Non, mon Trackman, je vais te dire comment l'utilisent les joueurs sur le circuit. Ils l'utilisent énormément pour le wedging, en fait, le D'accord, Trackman. d'accord. Pour avoir des distances très précises, tu vois. Le wedging, tu sais, c'est quelque chose, voilà. Nous, les Il y a clé wedges, des il scores. faut que ce soit à moins de 2 mètres, à moins de, entre le drapeau et 2 mètres, sinon c'est pas un bon coup. Donc il faut être très précis sur les distances. Et ça, c'est quelque chose que je vais utiliser. Par exemple, on va se mettre au practice, et c'est d'ailleurs la chose que font la plupart des joueurs du circuit, hein. Et mon coach, ou voilà, on va se dire, bon allez, là, là je fais un coup, allez, 58 mètres. Puis je tape, et puis jusqu'à ce que j'arrive pas à faire 58 mètres régulièrement, et ben je continue. Et je trouve la sensation parce que tu sais, le wedging, c'est surtout pour ce genre de distance, hein, 58 mètres, 52 mètres, 54 mètres, c'est de la sensation en fait. C'est pas tellement quelque chose qui va Donc, être modifié dans l'intensité en fait du swing. Entre 50 mètres et 70 mètres, oui, mais, mais le Trackman, on l'utilise beaucoup pour ça. Voilà. donc Victor, euh, moi personnellement, quand je fais 50 mètres, bon, je sais que je fais 50 mètres pile. Bon, Hmm. je sais que 60, je fais 60 mètres pile. Mais si je sais que je veux faire par exemple 55, je dois quand même avoir fait un petit 3 semaines d'entraînement pour commencer à faire 55. Est-ce que toi, tu peux faire 50, 52, 53, 57? Est-ce que tu peux faire au mètre près? Ah, au mètre près, oui. Au mètre, pas tout le temps, parce qu'après, ça va dépendre, nous. Au practice, oui. Après, sur le parcours, tu sais, ça dépend de la Oui. fermeté du green. Enfin, il y a plein de Du paramètres, en lie, fait. du lie aussi, Voilà, du entre autres. lie, il y a plein de paramètres qui entrent en jeu. Mais Mais au en tout cas, practice, oui. au Au practice, practice, oui. C'est pour ça que le Trackman est très, très, très utile, parce d'accord. qu'il permet de travailler les entre-distances, en fait, qui sont le plus difficiles à avoir. D'accord. Et pour ce qui est du logiciel de putting, moi, je trouve ça très bien. Il faut pas l'utiliser systématiquement, mais c'est très bien de faire un check-up une fois tous les 2, 3 mois ou 6 mois. Et ça permet de voir, parce que le putting, c'est plus difficile euh, à voir, tu sais, la façon dont la balle roule, la façon dont le geste est fait, tout ça. Le putting, c'est encore plus infime, tu vois. Et c'est vrai que ce matériel est très utile pour ça. Ça permet de s'améliorer vachement. On ne s'aperçoit pas d'en haut des fautes des fois, et quand on met une caméra au sol, on dit Voilà, mon Dieu, mon Dieu. exactement ça. En parlant du putting, je sais que tu as beaucoup observé la technique de Rory McIlroy. Tu vois, j'ai bonne mémoire. Mhm. Ouais, ouais, Et il avait vachement changé son putting. voilà. Et je sais que, bon, on dit toujours les poignets immobiles. Moi, je pense que immobile, c'est faux. C'est plutôt des poignets stables, mais qui a une petite mobilité. Alors, je ne sais pas si tu as changé maintenant, mais j'ai vu qu'on t'avait à un moment donné demandé de moins putter avec les mains. Mais moi, je trouvais que tu puttais pas mal avec les mains. Tu mettais un tout petit mouvement Ouais, pour, ouais. pour que la balle s'accélère. Voilà, exactement.
Mais moi, j'aimais bien. Est-ce que tu as arrêté ou tu as continué? Mais il y a beaucoup de joueurs, hein, qui puttent en remontant. En fait, D'accord. ça, c'est dû au positionnement de la balle. Moi, je suis un joueur qui positionne la balle vachement au pied gauche au putting. Mhm. Et tous les Ouais. joueurs qui positionnent la balle au pied gauche, ben, systématiquement, ils la prennent beaucoup en remontant. Et moi j'aime bien ça parce qu'on joue pas toujours sur des greens ultra rapides, Ouais. souvent avec du grain. Ouais. Et voilà, c'est une habitude que j'ai prise. Ça donne un bon roulement à la balle. Mais après, chacun sa préférence. Je sais qu'il y en a qui aiment bien peut-être avec la balle plus au milieu des pieds pour la prendre plus en redescendant. Ah, Mais carrément. D'accord, ok. ouais, ouais, un peu plus en redescendant, ce qui lui donne aussi beaucoup de roule, mais bon, Mhm. elle saute beaucoup au démarrage du coup. Ça dépend. Chacun a sa technique, mais c'est vrai que moi, oui, comme j'ai la balle vachement au pied gauche, je putt quand même beaucoup en remontant. Ouais. Mhm. Très bien. Écoute, Victor, on a fait quand même un grand survol de beaucoup de compartiments du jeu. Je ne pense pas qu'on en ait écarté un. Peut-être qu'on n'a pas beaucoup parlé du bunker, mais est-ce que quand tu fais un parcours de reconnaissance sur le circuit, il y a toujours cette règle où vous choisissez soit vous puttez, soit vous faites le bunker, mais on ne peut pas faire de l'entraînement le jour de la reconnaissance. Est-ce qu'il y a toujours Euh, cette règle? non, 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 C'est on peut fini? vraiment faire, oui, oui, on peut vraiment faire ce qu'on veut. D'accord. D'ailleurs, pour parler des bunkers, bah, c'est vrai qu'à l'entraînement, c'est un endroit où on passe énormément de temps d'ailleurs, parce que Mhm. les sables sont toujours différents de tournoi en tournoi. Des fois, il y en a plus, des fois moins. Comment tu Et fais pour cette qualité qui change à chaque... Enfin, je pense qu'il y a quand même un standard maintenant sur le circuit, un oui, cahier oui, des charges. Voilà. Mais comment tu fais quand le sable change de texture ou quand... et ben, en fait, il faut s'adapter par rapport à l'ouverture de la phase de club, une balle prise plus en remontant, une balle prise plus directe. Après, le bunker, honnêtement, c'est que de la répétition. Le bunker, il faut à l'entraînement trouver un bon bunker, plusieurs positions de drapeau, et Mhm. c'est que de la répétition, de la répétition, de la répétition. Parce que le bunker, c'est tellement infime aussi, c'est 80% de feeling. Il y a une technique à avoir, Mhm. suivant la distance à faire dans le bunker. Mais le bunker, vraiment, pour moi, c'est que de l'entraînement et de la répétition. Après, tout à l'heure, on parlait du mental, Ouais. et je pensais à quelque chose parce que peut-être que les gens n'ont pas très très bien compris. Tu sais, quand tu me parlais de la technique, là, j'étais en train de repenser à ça, Ouais. parce que le banker, c'est vrai que c'est quelque chose où c'est un coup qui est quand même pas facile, et c'est quelque chose souvent où tu sais, ces fameuses sorties à 40 mètres, tu vois, les Ah, sorties elle un est peu compliquée celle-là. Ouais. Ouais. c'est voilà, pour les professionnels, c'est le coup le plus difficile qui existe. Mhm. Et je pensais à ça, je repensais au mental. Tu vois, tout à l'heure, je t'avais dit que pour moi, c'était pas le mental qui influait le C'était swing, la tu sais, technique. Ouais. qui influait voilà, Mhm. mais qui influait que c'était beaucoup la technique. Mais ça veut pas dire que le mental est pas important. C'est juste que ce qu'il faut que ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que un joueur qui est en position de gagner, voilà, le mental, enfin, je sais pas comment expliquer. Et en Toi, fait, tu connais mieux c'est que un moi là-dessus. briquet. C'est un Mais briquet. L'un et l'autre sont indissociables de toute manière. tu vois, je vais te donner un exemple. Souvent quand on est en position de gagner un tournoi, qu'on est bien placé, on va pas ni avoir la tremblote, ni avoir des pensées négatives, mais ça peut nous arriver de jouer différemment un coup. Tu vois, c'est-à-dire que tu connais, tu sais, ce phénomène d'avoir pas mal de points, d'avoir pas mal d'avance et ensuite de sortir un peu le frein à main et de jouer trop en dedans. Tu vois. Et je ne sais pas si on peut relier ça à du mental, mais souvent, quand les joueurs malheureusement terminent mal leur parcours, c'est parce qu'ils perdent cette agressivité et en fait, ils sortent de leur. Ils retiennent. Ils retiennent. Voilà, ils se retiennent. Enfin, Mhm. moi, ça m'est arrivé hein, plusieurs fois d'ailleurs. Hein. Et souvent, on a tendance à se retenir et à plus jouer notre jeu et à plus garder la stratégie qu'on s'était donnée dès le départ. On veut trop Et, sécuriser. et voilà, on veut trop sécuriser Mhm. et ça, je pense, c'est important de le dire parce que, parce que ça, on s'en rend compte que quand on l'a vécu plusieurs fois. Mhm. C'est toujours quand on veut trop sécuriser qu'on fait des conneries au golf.
Je dis pas qu'il faut attaquer, mais il faut toujours garder sa ligne de conduite et sa stratégie de jeu. Ça, c'est très important. Quel que soit le score, ça, pour moi, c'est le plus important. Eh bien, je suis tout à fait d'accord. Donc là, maintenant, je pense qu'on a véritablement fait tous les compartiments du jeu. Est-ce qu'il y a encore un très grand joueur avec lequel tu n'as pas joué et tu dis j'espère qu'un jour je jouerai avec lui Bah, j'ai pour pas une joué. partie amicale ou pour une partie amicale, oui. Bah, Avec un bon gueuleton à la plage après. voilà. Non, mais j'ai pas eu la chance pour l'instant de jouer en partie avec Tiger Woods. C'est vrai que je suis jamais tombé en partie avec lui. Et donc, j'ai jamais pu le voir jouer de très près. Et bon, bah voilà, Tiger Woods, c'est le dieu du golf. Et Alors, j'ai une version à te donner, un point de vue. Pourquoi est-ce que les gens adorent autant Tiger Woods? Mais c'est vraiment une version personnelle. Je pense qu'il est arrivé à faire l'impossible. Dans son évolution on va dire, amateur extrêmement haut niveau, quoi, pour passage professionnel, c'est lui qui a quand même tiré le golf mondial au niveau du physique, vers le haut. oui. C'est quand même lui. Bon, voilà. Donc, il a commencé à faire des choses exceptionnelles. Mais il n'en a pas fait un peu. Il en a fait énormément. Je me rappellerai toujours de ses trous en un avec ses foules. Vraiment, je crois que c'était au Texas. Ouais, c'était en Arizona, oui, au En tournoi. Arizona, voilà. En Arizona. Et avec cette masse de gens, ces stadiums qui se levaient, et lui qui était là, qui disait allez, on continue, on continue, on continue. Mais en fait, il faisait des choses extraordinaires. Et je pense que les gens l'ont adoré parce qu'il est arrivé à faire leur rêve, c'est-à-dire à vaincre le golf, même si lui dira qu'on ne peut pas vaincre le golf, mais en tout cas, à de temps en temps le vaincre. Et je pense que c'est pour ça qu'il est devenu ce qu'il est devenu, une idole complète, et après qu'il a confirmé dans le temps. Et en fait, en tout cas, c'est tout ce qu'on te souhaite, nous aussi. C'est vraiment d'arriver à faire ce que nous, on pourra toujours rêver de faire, mais on ne fera pas. Et on espère que ça soit toi, notre représentant, pour y arriver. Et évidemment, on reste sportif avec tous les joueurs de golf français, bien sûr. Mais on se dit que, et je pense que c'est pour ça aussi que tu fascines beaucoup de gens, toi, Victor Dubuisson, eh bien, c'est parce que on sent que tu peux le faire. On le ressent en nous, tu vois. Bah, moi aussi, hein, tu sais, faut pas croire que c'est facile. Hein. Tu sais, quand je passe une saison dernière un peu en dedans, j'ai pas mal galéré. Je me suis énormément accroché parce que je sentais que j'étais pas loin. Bon, voilà, j'ai découvert les défaillances mes réglages de club en début de saison là. Bon, je passe à côté en Arabie Saoudite sur 2 erreurs de distance un peu bêtes. Ouais. Qui Visiblement, elles t'ont marqué, ces 2 erreurs de distance. Oui, c'est là vraiment, voilà, c'était pas une question de jeu, c'était vraiment, je devais gagner ce tournoi et je me suis, voilà, sur deux erreurs, on va dire, stratégiques, je me suis planté. Mais au-delà de ça, là, je sens vraiment que j'ai retrouvé quand même quelque chose que j'avais pas l'année dernière. Mais voilà, c'est très dur. Faut rien lâcher. Il faut toujours garder sa ligne de conduite. Moi, je pars toujours du principe, c'est ce que Benoît m'a toujours enseigné, c'est quand tu fais une saison de golf, tu essaies de taper chaque coup à 120%. Et après, ben, tu vois ce qui se passe. Parce que à partir du moment où tu fais le mieux que tu peux, C'est ben, le reste, 120% dans l'application. voilà, dans l'application, dans l'intensité, c'est dans l'intensité mentale, je parle, hein. Pas de swing, dans l'intensité mentale. Il faut vraiment juste donner le meilleur de soi-même. Et à partir du moment où on fait ça, on sait très bien que dans 1 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, Ça va ça va payer. tomber. Ça va tomber. C'est inévitable. Si on fait bien les choses, c'est inévitable.
ce que tu veux dire dans ta réponse, c'est OK, je peux, mais c'est pas gagné dans le sens où c'est pas cadeau, quoi. Non, c'est pas cadeau, mais quand on l'a déjà fait, quand on a déjà réussi des belles choses, qu'on a déjà gagné des tournois, si on continue à garder une bonne ligne de conduite et à bien faire les choses et à, et à, et à vraiment être concentré au maximum sur chaque coup de notre saison, de notre carrière, il y a forcément un moment où ça revient. Et après, par contre, quand on recommence à gagner ou à faire des bonnes places et à rejouer WGC, les majeurs, tout ça, c'est là où il faut y mettre encore plus d'intensité. Et ensuite, une fois que la machine est lancée, c'est là où faut pas rater le coche. Je suis très heureux qu'aujourd'hui tu aies pu prendre le temps pour t'exprimer, pour qu'on voit un éclairage sur toi qui, pour moi, est le vrai éclairage de Victor, c'est-à-dire quelqu'un de compétent, de brillant et de généreux. Je suis très content aujourd'hui d'avoir pu le faire parce que je me demandais comment un jour je pourrais le faire. Ben, tu vois, comme quoi d'un. Ah non, bah avec plaisir. Juste en m'envoyant un petit message et ça suffit, hein. Ben oui, oui, oui. Attention, je pense que tu devrais faire attention parce que maintenant que je suis arrivé à le faire, je pense que tu vas recevoir beaucoup de messages. Mais en tout cas, de prendre le temps qu'on ait vraiment une vision de toi, qui est supplémentaire aux visions qu'on a d'habitude, parce que mais malheureusement dans les interviews souvent ben, c'est soit trop ciblé sur certaines choses, puis on chope la petite phrase qu'on sort du contexte, c'est déformé. Là, en prenant le temps, en te donnant la parole, on s'aperçoit que tu es un grand monsieur du golf et donc c'est top Ah bah qu'on t'ait en c'est France. sûr Voilà. que Voilà. moi je fais jamais je fais jamais des choses voilà que à contre-cœur. Moi si j'ai accepté qu'on fasse cet entretien, c'est parce que ça me faisait très plaisir, parce que je sais que toi tu t'y connais très très bien en golf, que tu es un grand passionné et que tu as une vraie réflexion de haut niveau là-dessus. Et je sais qu'avec quelqu'un comme toi, je peux parler de golf. Tu vois, je peux parler du vrai golf et dire des choses qui peuvent apporter aux plus jeunes, aux amateurs, pour que je peux vraiment m'exprimer. Parce que tu es quelqu'un qui s'y connaît très bien. Après, c'est sûr que voilà, on me dit souvent que je suis un peu renfermé, mais voilà, malheureusement, c'est pas évident de trouver des personnes avec qui tu peux vraiment échanger. En tout cas, c'est adorable, j'en suis très touché. Est-ce que le mot de la fin, j'aimerais te le donner pour que tu puisses directement t'exprimer face à tous les passionnés de golf en France, euh, et puis tous les Français, et puis attention, pas que les Français, mais évidemment tous les pays où on parle le français et où on pourra entendre cette émission avec toi. En tout cas, ce soir, en tout cas pour la France, en tout cas. Évidemment, à chaque fois, je dis ça parce qu'on me dit oui, mais alors les autres qui parlent français qui ne sont pas en France. Bon, on est d'accord, hein, attention que je ne fasse pas Oui, de. oui, oui. Partout là où on parle français dans le monde entier et même dans la galaxie. Voilà, comme ça, c'est réglé, je suis tranquille. Voilà. Mais on va dire ce soir pour la France, en tout cas, qui est confinée. Le mot de la fin, c'est vraiment pour toi. Qu'est-ce que tu as à dire à tout le monde? Ben, j'espère que cet entretien, il va apporter beaucoup de choses aux joueurs amateurs, aux plus jeunes, comme je l'ai dit précédemment. Et ben, pour ce qui est du confinement, ben, j'ai qu'à souhaiter bonne chance à tout le monde. Voilà, il faut rester patient. Et c'est un moment très difficile pour beaucoup de personnes. Moi, je m'estime comme être privilégié dans ce confinement parce que je suis pas touché par la maladie. Et il faut essayer de penser à des choses. C'est difficile, hein. Moi-même, j'ai du mal à le faire, mais il faut essayer de penser à des choses positives. Le soir, quand je m'endors, voilà, je pense des parcours de golf. Voilà, j'adore la nature, donc je pense à la mer, à la montagne. C'est dur, mais il faut essayer de rester positif et essayer malgré tout. Je le répète, c'est très difficile, mais de se servir de ces moments, voilà, c'est bien de se remettre en question, que ce soit bon, moi, le golf, c'est mon métier, donc que ce soit dans son métier ou pour d'autres choses. Je pense que c'est bien aussi d'avoir l'opportunité de faire ça en ce moment et il faut,
il faut rester très humble dans ce genre de situation parce que ça peut toucher tout le monde et je suis très content qu'on ait eu cet entretien. Mais tu vois, tu me connais, moi je m'exprime pas trop sur les réseaux sociaux. Mhm. Bon, j'aime bien mettre quelques vidéos de pêche parce que ça touche la mer et c'est des belles choses. Mais D'ailleurs, moi qui suis un misérable pêcheur, quand je vois sur Instagram tes prises, je me dis, mais comment il fait alors que moi, je me battais pour attraper des poissons de 10 centimètres quand j'étais petit. Je dis, mais comment il fait? Qu'est-ce qu'il met comme hameçon? C'est pas possible. J'espère qu'un jour, tu me montreras, tu m'inviteras à une un partie jour de je te pêche. montrerai. Okay. Mais la, la, la réponse est tout simplement que j'y mets la même intensité que dans le golf. C'est-à-dire, dès que j'entreprends quelque chose, ben, je donne le maximum. Et c'est pour ça qu'à la pêche, je suis devenu très bon. Mais voilà, pour en revenir au confinement et à la période qu'on vit, voilà, je pense il faut rester dans l'essentiel. Faut pas trop s'éparpiller. Tu vois, je regarde un petit peu les réseaux sociaux de temps en temps. Il faut rester très humble dans ce genre de moment. C'est pour ça que je m'éparpille pas trop dans, tu sais, Oui, tous ces postes, tu vois, ouais, ouais. que ce soit des sportifs ou des gens connus, tu vois. Il faut pas oublier qu'il y a des gens qui vivent le confinement Ah, dans des oui, conditions très difficiles, c'est clair. dans des conditions très difficiles, et je pense que par respect pour eux, voilà, il faut rester très humble et respecter ça. Mhm. Victor, c'est parfait. On n'a jamais envie que ça s'arrête, mais il va bien falloir que ça s'arrête. Ouais, c'est vrai. Ça fait du bien. Peut-être qu'on te rappellera si le moral est en baisse, parce qu'on a une prolongation du confinement jusqu'au 15, Ouais. jusqu'au 15 avril. Et puis, malheureusement, on se doute que ça risque de faire même tout le mois d'avril. Je sais qu'aussi sur le tournoi de l'European Tour, il y a des tournois qui sont. Enfin, tout a été reporté, annulé, PGA Tour pareil. S'il y a des gens qui se posent des questions voilà, sur comment ça va se passer pour le circuit cette année, bon, moi j'ai une vision un peu en interne de ça. Ouais. Euh, honnêtement, voilà, il faut essayer de rester positif, mais ça va être très très compliqué. Ouais. Il faut Malheureusement, l'heure n'est pas à ça, parce que c'est Ouais. pas du tout le plus important en ce moment. Mais si on veut quand même parler du futur, je pense que c'est compromis pour cette année. Voilà, le circuit européen. Et malheureusement, tant qu'il n'y aura pas de vaccin, bah, les voyages ne seront pas d'actualité. Voilà. Donc on reviendra, on tapera peut-être à la porte si toutefois on Voilà. a besoin d'un rayon de soleil. Voilà, En tout avec cas, grand plaisir. tu nous as fait un cadeau inestimable. Oh, c'est pas un cadeau, arrête, c'est pas un Si, cadeau. si, Moi, ça me fait je te plaisir. promets, Moi, ça me et fait je n'exagère. Alors, tout à l'heure, j'ai peut-être un petit peu exagéré, bien que je sois sincère tout le temps, mais je pense que tu ne réalises pas à quel point c'est hyper important pour beaucoup de gens ben voilà, d'avoir tes lumières. Tu peux pas t'imaginer. Tu peux pas t'imaginer. C'est un cadeau magnifique. Un Non, grand non, merci. non, moi, ça me Si, fait vraiment plaisir. les gens te le diront. Et moi, je suis quelqu'un de. Voilà, je me montre pas trop, mais quand je fais quelque chose, je suis très sincère. Et ça me fait vraiment plaisir. Un grand merci À et on bientôt. va interrompre. À très bientôt. Bye À bye. bientôt, Prends Michel. soin de toi. Prends soin de Toi toi. aussi.